de courage, pied droit, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionnier. Pied droit, c'est notre seul bagage. Pied droit, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier notre passé. Noir, symbole de courage. Pied droit, reflet de volonté. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette 4e édition de Forum des Rapatriés, une émission qui sera diffusée la veille du 25 septembre 2015, qui est la journée nationale, la 15e journée nationale en hommage aux harkis. 4e émission, donc 3 forums, 3 magazines avant celle-ci, avant cette émission. Un premier bilan à en tirer, Bernard Colle, vous êtes le secrétaire général de Jeunes Pieds Noirs et surtout l'initiateur de cette émission au Forum des Rapatriés. Eh bien, nous pouvons être satisfaits du résultat de toutes ces émissions. La première émission ayant été le journal télévisé du 13 mars 2014 avec notre ami Pierre Descaves, qui a atteint le score de plus de 30 000 visiteurs, et les autres au forum ont une moyenne d'à peu près un peu plus de 6 000 visiteurs chacun. Alors on va essayer de faire mieux avec cette 4e édition. Dans ces précédents forums aux rapatriés dont vous parliez, nous avions eu le plaisir de présenter quelques-unes des associations qui participent à cette campagne Vérité et Justice pour les rapatriés. C'est une campagne qui a été lancée, vous le savez certainement, en 2008 et qui a été l'objet de très nombreuses annonces de presse, 22 au total, que ce soit du Figaro à Valeurs Actuelles, en passant par l'Écho de l'Oranie, La Provence, Politique Magazine, j'ai dit Le Monde, il doit y avoir aussi le Figaro. Nous avons abordé beaucoup d'activités d'associations, je pense à Secours de France, à l'UNC, au Mémorial Notre-Dame d'Afrique, au Comité national du non au 19 mars 1962, le Cercle Tocqueville, mais aussi les Pieds Noirs du Pays d'Aix et beaucoup d'autres. Pour ce 4e donc forum des rapatriés, nous avons le plaisir d'accueillir, et je les salue tout de suite, le secrétaire général de l'Amicale des Pieds Noirs de Picardie, Monsieur Pierre Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et l'Association nationale des rapatriés harkis, représentée par son président, Monsieur Mohamed Abdi. Mohamed, oui. Bonsoir, Monsieur Abdi. 2 associations qui travaillent ensemble pour défendre nos compatriotes. Ils le font depuis des années. Oui. Elles sont représentatives, ces 2 associations, des très nombreuses amicales qui existent et qui se sont créées donc pour défendre nos compatriotes, pour partager aussi les souvenirs et puis aussi dénoncer les multiples mensonges dont sont l'objet les harkis depuis plus de 50 ans. Alors c'est une nébuleuse, Bernard Colle, qui représente, je crois, 200 ou 300 associations et amicales de rapatriés réparties sur toute la France et dans le monde, du fait d'ailleurs même de l'éclatement en 1962 de la communauté rapatriée. Alors 200 à 300 associations, c'est quand même une nébuleuse dans laquelle il est peut-être difficile quelquefois de s'y retrouver. Alors effectivement, la communauté rapatriée est une communauté extrêmement importante puisque, selon les chiffres officiels, le chiffre de l'ANIFOM, l'Agence d'indemnisation des Français d'Outre-mer, il y a plus de 420 000 familles rapatriées, Algérie, Maroc, Tunisie, mais aussi Indochine, Afrique noire, Madagascar, tous les anciens territoires sous souveraineté française. Cela représente aujourd'hui à peu près, avec les descendants, avec les ayants droit, de l'ordre de 3 millions de votants qui sont répartis évidemment sur toute la France, mais même à l'étranger. Nous avons un certain nombre de correspondants aux États-Unis, en Australie et dans de nombreux pays du monde, notamment en Espagne où il y a une forte communauté rapatriée dont nous espérons parler prochainement. L'exil a conduit ces rapatriés en 1900, dans les années 50-60 et surtout en 62, à se répartir non seulement donc en France mais aussi à l'étranger, et l'État a donné à cette communauté un nom qui lui est impropre. Au lieu de les considérer comme des exilés, nous avons été traités de rapatriés, qui est un terme impropre évidemment, notamment pour nos compatriotes harkis. On ne peut pas dire qu'ils sont rapatriés, ce sont vraiment des exilés de par la politique gouvernementale de l'époque, et
Ils se sont répartis évidemment naturellement dans les différentes villes de France et ils se sont regroupés ensuite en fonction de leur pays d'origine, de leur ville, de leur quartier, des amicales déjà auxquelles ils appartenaient sur place. Ils sont regroupés aussi en fonction de leurs activités culturelles, religieuses. Donc ça fait effectivement une nébuleuse aujourd'hui de l'ordre de 300 associations amicales locales la plupart du temps, puisque la grosse masse des rapatriés se trouve dans le sud de la France, dans toute la région PACA jusqu'à Perpignan. Ce groupement d'associations, évidemment, n'a pas d'unité globale. C'est un point qui est un point dont, évidemment, essayent de jouer les dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, ces associations n'ont pas une répartition homogène sur le territoire, mais est-ce qu'elles sont au moins unies dans leur action ? Alors historiquement, elles ont été unies évidemment par les drames qu'ont vécu tous ces Français, notamment autour du thème de l'amnistie des milliers de Français qui sont restés en prison jusqu'en 1968. Ça a été le premier combat des rapatriés, avec la création, évidemment, dans les années 1956, avec le rapatriement des Marocains, des Français du Maroc. Il s'est créé l'Enfanoma, à la création de laquelle d'ailleurs notre ami Pierre Descaves avait participé. Et aujourd'hui, on peut dire que les rapatriés sont unis, malgré cette dispersion géographique et cette dispersion d'objectifs de chaque association, sont unis autour de deux thèmes. Le thème de la reconnaissance de leur histoire, qui est bafouée en permanence au niveau de certains médias, et une attente très forte de reconnaissance en termes de justice et en termes évidemment de réparation matérielle, des spoliations à la fois morales et à la fois physiques des biens perdus. Bien sûr. Alors, si vous me permettez, on va déjà commencer par présenter l'amicale des Pieds Noirs de Picardie. Je l'ai fait très rapidement, Monsieur Lefebvre. Merci à nouveau d'être là. Vous êtes donc, je l'ai dit, le secrétaire général de cette amicale des Pieds Noirs de Picardie. Vous représentez votre président, Monsieur Lorenzo, qui n'a pas pu vous accompagner. Pouvez-vous tout d'abord, avant de présenter votre association, nous dire de quelle région d'Algérie vous êtes-vous, de quelle région d'ailleurs venaient aussi vos parents, si c'est la même région, voire vos grands-parents, quelles étaient aussi leurs activités? Bon, alors, en ce qui me concerne, je viens de la région, je suis né à Mascara, dans le département d'Oran, mais j'ai vécu toute ma jeunesse, mon enfance et mon adolescence à Maison-Carrée, dans le département d'Alger. Donc, pourquoi je suis né à Mascara? Parce que mes parents étaient fonctionnaires, mon père était militaire de carrière, ma mère était enseignante, et je suis né à Mascara parce qu'ils étaient là pour leur profession. Et bien entendu, comme mon père était militaire, il était muté d'une région à l'autre. Et on est arrivé à Maison-Carrée, je devais avoir 1 an ou quelques mois. Voilà. Et là, j'ai vécu toute ma scolarité primaire, secondaire. Et ma mère était enseignante. Et mon père a été militaire à Maison-Carrée, enfin, dans la région d'Alger, jusqu'à 1946, à la fin de la guerre. De façon plus générale, quelle a été et quelle est aujourd'hui l'importance de la communauté des rapatriés en Picardie, et puis plus particulièrement certainement à Amiens? Viennent-ils de toutes les régions d'Afrique du Nord, ou avaient-ils pour certains des attaches ancestrales en Picardie, ce qui les aurait amenés à choisir cette région-là, ce département-là et pas un autre? Alors, la grande majorité des Pieds Noirs qui se sont retrouvés en Picardie n'avaient pas d'attache. Il y en a une minorité dont je fais partie, puisque mon père était originaire du nord de la France. Né dans le nord, et puis ayant passé toute sa jeunesse à Amiens, quand il a fallu se replier, eh bien, on a atterri à Amiens parce que le sud de la France était saturé, l'accueil n'était pas très chaleureux, et on a pensé qu'il valait mieux revenir dans une région où on avait encore quelques attaches, notamment ma grand-mère paternelle, ma tante et mon oncle. Et combien il y avait de rapatriés à peu près en 1962 en Picardie? Alors en Picardie, je pense qu'avec, y compris les harkis et les pieds
Noirs et les Européens, si vous voulez, les Français d'origine européenne, si vous voulez, on devait être aux environs de 1800 de 2000. D'accord, et actuellement ? Et actuellement, je pense qu'on doit être à peu près, alors au niveau de la communauté arquis, je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous le dire, mais au niveau des Européens, on doit se retrouver à environ 350-400. 350-400. On sait aussi combien il y a de familles picardes qui s'étaient installées en Algérie ? Alors ça, je ne peux pas vous le dire, mais je sais qu'il y avait quelques picardes installés en Algérie. D'accord. Bernard Colle m'a présenté un film qui s'appelait La soif des hommes. C'est un film de, je crois, 1948, si j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit, avec Georges Marchal. Je crois que ça retrace vraiment l'installation en Algérie d'une famille picarde, bourguignonne peut-être d'ailleurs. Oui, ça retrace effectivement l'installation difficile et les conditions particulièrement dures dans lesquelles ces agriculteurs s'installaient à l'époque, dans les années 1840-50 en Algérie. Oui. C'est un très beau film que nous espérons un jour pouvoir programmer dans une réunion. Y a-t-il des pieds noirs d'origine picarde qui sont devenus célèbres, connus ? À ma connaissance, non, mais il y en a un qu'on peut citer, c'est Jules Verne, qui a fait plusieurs voyages en Algérie, et qui en a fait, comment dirais-je, qui a été très étonné de l'œuvre de la France au moment de ses voyages. Et notamment, il a énormément voyagé dans la région d'Oran, Mascara, Oran, Mostaganem, Tlemcen, et il a apprécié ce que faisait à cette époque-là, ce qu'avait pu faire la France. Il y a un musée Jules Verne, je crois d'ailleurs. Il y a un musée Jules Verne à Amiens, exactement. D'accord. Est-ce que les professeurs et médecins rapatriés ont donné un essor important au monde médical de la ville ? Je pense tout à fait, puisque si vous voulez, en 62, au moment du rapatriement, de nombreux professeurs, chirurgiens, médecins sont arrivés à Amiens, à l'hôpital. Ils venaient des hôpitaux, notamment de l'hôpital de Mustapha d'Alger ou de l'hôpital de Constantine, et ils sont arrivés dans l'hôpital d'Amiens, qui était un petit hôpital de province, et ça a permis de donner, puisqu'ils étaient dans des villes très importantes, des capitales comme Constantine ou Alger, où les hôpitaux avaient eu un gros développement, et ils ont donné un essor. Et je pense que ça s'est passé aussi dans d'autres villes de France, avec d'autres rapatriés. Pourquoi la création de cette amicale finalement ? Pourquoi elle a été créée ? Par qui aussi d'ailleurs ? Alors l'amicale a été créée par un groupe de pieds noirs et de métropolitains, si vous voulez. Quelques métropolitains qui nous avaient accueillis chaleureusement. Et donc qui avaient décidé de créer cette amicale en 1983. Donc l'amicale existe depuis cette date. Et le but, c'était de se retrouver, de défendre nos intérêts, d'apporter un soutien à tous les rapatriés auprès des services de la préfecture et des secours, et de se retrouver et comment dirais-je, de maintenir un peu nos traditions et de se réconforter les uns les autres. Bien sûr, avec un objectif, le mémorial aux rapatriés ? Alors non, le mémorial c'est autre chose, si vous voulez. On a commencé tout à fait au début en 83. Il y a eu une idée qui a jailli de l'équipe, si vous voulez. C'était de ramasser des fonds, de récupérer des fonds pour construire une stèle afin de se recueillir et de penser à nos disparus ou à nos morts restés en Algérie. Donc on a fait, pendant plusieurs années, nous avons fait... nous sacrifions nos vacances, 8 jours de vacances, pour tenir un stand à la foire d'Amiens, récupérer des fonds. Nous avions obtenu un terrain dans un cimetière d'Amiens qui nous avait été offert par la ville, et on a pu construire d'abord cette stèle. Vous participez aussi aux cérémonies, bien sûr. On pense au 26 mars, on pense bien sûr au 5 décembre, important, au 25 septembre, on parlait de la journée nationale pour les harkis. Alors, effectivement, nous participons, nous organisons. L'Amicale des Pieds Noirs organise plusieurs cérémonies dans l'année, le 26 mars, bien entendu. Qui correspond à quoi le 26 mars pour ceux qui... Alors le 26 mars, c'est la fusillade de la Rhodésie, Alger, où l'armée française a tiré sur les... On l'a évoqué, hein. sur la foule des armées. 26 mars, le 5 décembre, c'est la journée. Le 5 décembre, c'est la journée, l'hommage aux rapatriés.
Le 25 septembre, l'hommage aux harkis. Le 25 septembre, l'hommage aux harkis, et le 5 juillet, c'est le, comment dirais-je, le drame d'Oran, où des milliers de pieds noirs, enfin entre 800 et les chiffres peuvent se discuter, et ont été massacrés, exécutés par des éléments contrôlés ou incontrôlés du FLN. Voilà, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous participez aux cérémonies du 19 mars? Pas du tout. Non, nous ne tenons pas à participer à la cérémonie du 19 mars, puisque pour nous, le 19 mars n'est pas la signature d'un accord de paix qui n'a jamais existé. Et on a eu, nous, le 19 mars, la paix, on a dû quitter nos foyers. On a eu des tas de gens qui ont été enlevés et exécutés après le 19 mars. Et donc, on ne voit pas la nécessité. Je crois même que vous avez réussi à supprimer votre place du 19 mars. Alors, à ce sujet-là, à Amiens, dès l'arrivée d'une municipalité en 1989, dont le maire était M. Gilles de Robien, on a fait une démarche pour débaptiser cette plaque qui avait été inaugurée avec la municipalité précédente. Cette plaque, c'était la place du 19 mars. Et on a eu cette initiative appuyée par des associations d'anciens combattants, et la mairie a accepté donc de débaptiser la place et de la rebaptiser place des anciens combattants. Parfait. Alors tout à l'heure tu as évoqué le mémorial des rapatriés, qui est un deuxième monument qui existe à Amiens. Et je crois que vous pourriez le décrire, ce monument, parce qu'il est très original. Voilà. Alors, il se trouve en plein cœur d'un quartier. Je pense qu'on va pouvoir le découvrir aussi. On va le découvrir aussi en images. Oui. Quand a été créé ce monument et alors, comment dirais-je, l'historial, donc avant le mémorial, on a eu le drapeau. L'amicale a tenu à... Ça, c'était une initiative de notre président, si vous voulez, qui a tenu, avec l'appui, bien sûr, de son équipe, à avoir un drapeau. Tout à fait. Pour marquer... D'accord. Alors, ce drapeau, on a le voit en 1989. Et évidemment, c'est Maître Trapp qui nous a remis officiellement le drapeau à Amiens, avec un autre membre du FNR à l'époque. Maître Trapp, qui était le président du FNR à l'époque. Voilà, et il était venu pour remettre ce drapeau avec M. Poli, à l'époque. Ensuite, vous m'avez parlé du mémorial. Oui. Alors, le mémorial, c'était une idée aussi de l'équipe des Pieds Noirs, c'était de défendre l'œuvre de la France en Afrique du Nord. Et ça, on y tenait beaucoup. Il y a toute une série de médaillons d'ailleurs. Voilà, donc on a inauguré ce mémorial en 1900 par une souscription auprès de tous nos adhérents, mais avec l'aide aussi d'autres personnes, si vous voulez. Le conseil général, la mairie, et ainsi de suite. Et le but de ce mémorial, c'est l'œuvre de la France avec les trois communautés, bien entendu. Trois communautés qui comportent donc les Français d'origine musulmane, les Français d'origine européenne et les Français d'origine juive. D'accord, on a imaginé et ce mémorial, alors il y a une carte de France qui symbolise cela, et puis autour il y a tous les disques qui développent tous les corps qui ont contribué à faire de l'Algérie ce qu'elle était quand on est parti. Un très beau monument qu'on voit à l'écran. Donc l'enseignement, la santé, le génie, les ponts et chaussées, l'armée, et voilà. Et le peuple et les autres bâtisseurs. Mon autre question, c'était le fait que vous avez aussi inauguré, mais par ailleurs, je crois, une plaque à Péronne, en mémoire de la solidarité qui a uni la ville, les villes martyrs de métropole, à celle d'Algérie durant la Grande Guerre. Pouvez-vous nous expliquer aussi le sens de cette commémoration? Alors, le sens de cette commémoration est sûr. Alors là, ça n'est pas à l'initiative de l'Amicale des Pieds Noirs. Cette plaque, c'est à l'initiative du RCMC, c'est-à-dire c'est encore une autre association dont je suis simple adhérent. Quand on aura fait le tour des 300, je connais. Voilà, donc c'est le rassemblement des copains de Maison Carrée, c'est le RCMC qui a repris les initiales de l'ancien club de foot de la ville, Racing Club de Maison Carrée. Voilà. Donc, on a, si vous voulez, en fait, pourquoi cette plaque? Parce qu'après la guerre de 14, en 1920, exactement, l'État a encouragé le rapprochement des villes qui n'avaient pas subi la guerre, si vous voulez, auprès des villes martyrs.
Et donc Maison Carré a été sollicité donc par le préfet d'Alger, qui était monsieur Albert Lefébure, qui a sollicité le maire, qui était à l'époque monsieur Turenne, si vous voulez, pour venir en aide à une ville de métropole. Et c'est Péronne qui a été choisi. Donc la population, la municipalité, bien entendu, a tout de suite adopté comme filiale la ville de Péronne en 1920. Et ensuite, la population de Maison Carré, donc la mairie, les associations et la population, ont constitué une plaquette sur le rapprochement de ces deux villes et ont apporté une subvention qui s'est étalée sur 3 ans, qui a représenté 35 000 francs à l'époque, qui ont été versés par étapes entre 1921 et 1923 à la ville de Péronne. Pour aider à la reconstruction. Pour aider à la reconstruction. Et en fait, une partie de ces fonds, 25 000 francs exactement, ont servi à l'aménagement d'un parc de loisirs, qui s'appelle le CAM, et d'un théâtre de verdure. Et donc, étant au courant de ce projet, de cette réalisation, le RCMC a tenu à se rapprocher de la ville de Péronne pour que, en collaboration avec les Pyrénées, une plaque soit inaugurée pour commémorer cet événement. Belle initiative. Voilà. Juste un tout petit aparté sur ce magnifique geste de solidarité nationale entre la ville de Péronne et la ville de Maison Carré, c'est qu'elle rappelle aussi le sacrifice de tous ces Français musulmans, de tous ces pieds noirs, oui, qui sont venus mourir pour la patrie en 1870, en 1914-18, en 39-45, et qui sont un peu une réponse à ce qu'on vient d'entendre à la télévision récemment de la part du comédien Francis Huster, qui expliquait que les Français d'Algérie avaient été, enfin les rapatriés avaient été intégrés et qu'ils étaient devenus Français. Alors pour quelqu'un qui est admirateur d'Albert Camus, il aurait pu se poser la question de savoir où est mort le père d'Albert Camus, alors il est mort en France en 1914. Alors je reprends sur cette plaque, il y a un hommage rendu par la ville de Péronne aux morts. Comment dirais-je, aux morts pour la France sur cette plaque. Parce que une chose qui nous chagrinait aussi, c'est que quand nous sommes partis d'Algérie, certains monuments aux morts ont été rasés. En ce qui concerne celui de Maison Carré, si vous voulez, les noms des morts pour la France ont été effacés. Donc là, au moins, ils sont remis, on leur rend un nouveau hommage, et je pense que ça, c'est très important. Et je remercie d'ailleurs, profite de l'occasion pour remercier Madame le maire de Péronne et la population. Alors, votre association, je reviens à cette amicale, si vous le voulez bien. Cette fois-ci, c'est bon, vous faites partie des 62 associations qui participent, donc, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2008 à l'opération, à la campagne nationale Vérité et Justice pour les Français rapatriés. Et quelle est l'attente principale des rapatriés que vous représentez ? Alors, moi, c'est qu'au niveau le plus haut, si vous voulez, que l'œuvre de la France en Algérie soit reconnue. Ça, c'est une chose sur laquelle on se bat depuis 1962, si vous voulez. Et puis ensuite, pour les gens les plus marqués par et les plus en difficulté, eh bien, prendre en charge encore des restes d'indemnisation qui ne sont pas arrivés à terme. Est-ce que cette loi Vérité et Justice pour les Français rapatriés, vous pensez que c'est quelque chose de fondamental ? Absolument. Absolument. Je pense que c'est fondamental. Si vous voulez, nous avons œuvré pour la nation sur une terre, si vous voulez, qui était française, et on a été, comment dirais-je, spolié de tout. Hein, quand je dis tout, c'est ensemble. Je pense que la moindre des choses, c'est de le reconnaître et d'apporter un dédommagement à tout cela. Alors, il y a une autre association qui a été créée pour soutenir la marche des harkis à l'occasion du grand rassemblement qui se déroula le 14 novembre 1998, et c'était à Paris. C'est l'association nationale des rapatriés d'Algérie. Monsieur Mohamed Abdi,
Bonsoir à nouveau, et de quelle région d'Algérie? Moi, je suis près de Tizi Ouzou, c'est-à-dire 7 km de Tizi Ouzou, 130 km d'Alger. Dans un livre intitulé Biographie par François Moreau, Mohamed Abdi, oui. Vous vous présentez comme un jeune berger de Kabylie. Oui, parce que j'étais berger, c'est vrai. Vous êtes une famille d'agriculteurs? Bien sûr, mes parents. Voilà, à l'époque, c'était 90% de la population arabo-berbère qui était agriculteur. Oui, c'est exact, oui. Est-ce que vous avez été scolarisé? Vous êtes allé à l'école? Ah, jamais j'étais à l'école. Vous le savez, justement, parce que je parle des harkis, il n'y a pas 1% sur 100 qui était à l'école. Et pourquoi vous n'allez pas à l'école? Je vais vous expliquer. Parce que nous sommes dans la montagne, il faut que je parle la vérité, parce qu'ils savent, si on voit qu'on appelle les harkis, personne qui sait lire et écrire. Il y en a 1% sur 100. Il y avait Kerwan qui sait lire et écrire. Oui, tout à fait. Ouais. Sur 100, il y en a 1. Votre famille, elle compte des anciens combattants, notamment des guerres de 14, 18, 39, 45. Mon père, mais d'Indochine aussi? Ah, j'ai un frère qui l'a fait l'Indochine, c'est officier, oui, il est Amiens. Et votre père, lui, il avait fait mon père, bien sûr, il a fait convoyeur, on appelle convoyeur, il a fait la 39, 45. Alors vous avez une vie qui est un vrai roman, hein, puisque vous avez même fait partie des services secrets français. Hein. Mais quand et comment vous êtes devenu harki? Dans quelles conditions avez-vous été aussi rapatrié? Moi, j'étais pas harki. Non, j'étais rapatrié d'Algérie. C'est vrai, j'étais servi de renseignement, mais j'étais pas harki, j'étais appelé, je suis un ancien combattant. J'ai créé l'association, que je voyais un petit peu un problème comme gauche comme droite, et ben j'ai créé cette association pour défendre les harkis. Voilà, les rapatriés, il n'y a pas de différence entre les pays noirs, tout le monde ensemble. Vous avez été engagé dans l'armée française, vous avez, je l'ai dit, participé à des opérations de renseignement. Bien sûr, bah oui, hein? Oui. Est-ce que la question aussi qui se pose, parce que je suis toujours soucieux des gens qui nous connaissent, qui nous suivent, et qui connaissent tous ces termes-là, et puis tous ceux qui nous découvrent et qui ne connaissent pas forcément ce terme. Quand vous dites que vous n'étiez pas un harki, qu'est-ce que ça veut dire un harki? C'est-à-dire un supplétif. Normalement, vous savez, on appelle supplétif. L'harki, c'est un supplétif. Vous comprenez? Donc moi, j'étais appelé dans l'armée française. Vous comprenez, je suis... bon, après, je suis rentré au service de renseignement. Mais harki, bien sûr, moi je dépends des harkis. Oui. Mais il faut que je parle la vérité. Moi, je suis appelé. Je crois qu'il faut voir qu'aujourd'hui, le terme harki est un terme générique. Voilà. Et ça regroupe aussi bien les anciens combattants français musulmans qui étaient dans l'armée régulière, que le harki à proprement parler, qui était plutôt dans les groupes d'autodéfense, ou même les policiers comme les GMS, etc. Voilà. Donc le terme harki est devenu générique de tous les Français musulmans qui se sont battus pour la France. Voilà. Bien sûr, voilà. Forcément un peu impropre. Voilà, on va garder celui-ci, si vous voulez. Ça regroupe des catégories différentes. Voilà. Alors là, il y a eu, on parlait de 1998, là, il y a une vraie révolte des harkis et de leurs enfants, des fils de harkis. Et vous avez beau organiser votre association avec une action très important parce qu'on était très important. Depuis toute la France, on a vu des kilomètres, il y avait plus de 5000 kilomètres à pied. Avec les 4 personnes, il y en a un qui est décédé d'ailleurs récent, pas longtemps. Donc on a fait des signatures, il y a des milliers de signatures, je les ai là. Oui, tout à fait, on les montrera. Hein. Alors, donc, on a fait la dernière manifestation en 98. Comme on appelle en 98, on avait 3 mois de la marche, 3 mois, hein, sans revenir à la Picardie. En tenue militaire d'ailleurs. En tenue militaire, vous comprenez, médaillé. Donc, à ce moment-là, chaque ville, j'ai créé une association locale, partout. Il y en a partout jusqu'à maintenant. Et il crée des associations, une association qu'on sera tous ensemble. Angoulême, oh là là, dans toutes les villes, j'ai passé dans les villes, Perpignan, Marseille, toutes les villes, uniquement l'Alsace-Lorraine que j'ai pas été. Les grandes villes, là. L'Alsace-Lorraine, j'ai pas été, parce que
peu fatigué. On ne va pas vous en vouloir. Et donc, des milliers de personnes pour dénoncer la situation indigne. Exact. Parce que vivaient les Harkis, oubliés, que vivent toujours les Harkis d'ailleurs. Les Harkis, c'est-à-dire ils étaient oubliés, comme gauche comme droite. Mais moi je préfère le... J'ai pas l'heure d'avant, je ne veux pas parler de la politique. Disons que vous avez été déçu par plus les hommes de gauche que les hommes de droite. Voilà, ça c'est sûr. Ça, puis en même temps, vous n'êtes pas le seul déçu du socialisme aujourd'hui. Il connaît pas ce que c'est un papa. Papa, qu'est-ce qu'il est un Harki? Vous comprenez, c'est pas tout ce qu'on a écrit cette... donc il y a certaines administrations qui travaillent comme moi personnellement, j'ai un problème avec, comment on appelle, vous êtes au courant? Oui. À Agen. Donc, les jeunes, peut-être qu'à la quarantaine, moi j'ai 81 ans, et il y en a beaucoup, les femmes veuves qui ne connaissent pas leurs droits. Parce que, comment on peut dire, quand nous sommes venus en 62, hein, où on a travaillé d'aller faire, mais il n'y a pas de rassurance. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'unité comme les esclaves. Moi, je peux vous dire que les gens qui me voient comme ça, c'est la vérité. Et à ce moment-là, sur les textes des lois, hors la loi, ils ont fait hors la loi, comme quoi qu'il y avait, que normalement vous étiez à l'école, hein, à partir de 18 ans. Et mais moi, je me rappelle qu'à partir de 12 ans, à partir de 12 ans, 10 ans, les pauvres malheureux, ils ont travaillé. Ils ne marchent plus nus. Moi, je dis pas sur la question des droits, vous évoquez par exemple la retraite des salariés agricoles. Oui. Ça, c'est une vraie difficulté. Et alors, j'ai appris, là, c'est vous qui me l'avez appris aussi, oui, que l'État vous a demandé de fournir un certificat de votre employeur en Algérie oui, pour votre retraite, alors qu'il y a 80 ans et que son employeur était, que votre employeur était décédé et aurait eu 120, 130 ans aujourd'hui. Voilà. Et donc, on vous a demandé. Il y en a beaucoup comme moi, les femmes veuves, hein, ils ne connaissent pas leurs droits parce qu'ils ne savent pas lire, écrire. Il y avait des Harkis aussi, vous comprenez, parce que, moi, vous savez, il y a monsieur, comment on peut me voir aussi, comme monsieur le directeur des anciens combattants. Lui, il n'est pour rien, vous comprenez. Mais il y avait les personnes. Moi, je suis venu avec un avocat, l'avocat qu'on appelle Maître Bretin. Je suis venu voir monsieur Bachelet et monsieur Bachelet, parce que moi, tous les ans, je viens avec un car à l'Assemblée nationale, vous comprenez, des Harkis, que tous les ans, le 25 septembre, depuis 2001. Depuis 2001, moi, je suis présent toujours avec mon car, avec les Harkis. Donc, c'est-à-dire que nous sommes comme un statut, c'est tout. On n'a rien, rien du tout. En et fait, ça, c'est grave. On regarde notre actualité dans France. À l'administration, absolument. Et notamment les personnes qui auraient dû vous aider, comme M. Bachy, bien au contraire, vous ont enterré. Normalement, une assistante sociale dans toutes les villes de France qui aura pas les Harkis, nous sommes mélangés comme les serviettes et les tachons, les rapatriés. Vous comprenez, il n'y a pas de rapatriés. Ils sont, à ce moment, nous sommes dans un puits. Dans un puits. C'était une catastrophe. Comme gauche comme droite. Un mur administratif, tout à fait. Un État français qui profite de la situation évidemment difficile de cette communauté qui n'a pas eu la chance d'être intégrée comme on veut le faire aujourd'hui pour des migrants qui arrivent en masse en France. À l'époque, on les a parqués dans des camps, on les a isolés, on leur a pas donné les moyens de sortir de cette situation. Je pose la question on est dans cette situation. Mais il y a quand même des choses qui existent. Par exemple, il y a ce fameux guichet unique des rapatriés. Oui, oui. Il y a l'aide de... C'est Madame Rose-Marie Antoine qui dirige cet office, l'ONA... Non, l'ONAC. Voilà, l'ONAC, il y a ça. Il y a quand même aussi les mesures qui ont été annoncées par Manuel Valls il y a un an. Il y avait 10 mesures pour les Harkis. Tout ça, ça existe. On ne peut pas dire qu'on ne s'occupe pas non plus de vous. Oh, c'est pas vrai. Ça, vous savez, je vous dis franchement, c'est comme les emplois réservés pour les fils des Harkis. C'est bidon. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est bidon. Moi, je peux vous dire que je suis au courant 1 jusqu'à Z. Vous comprenez, les anciens combattants. Je peux vous dire le même numéro de téléphone. Est-ce qu'ils ont embauché? Il n'y a aucun.
Il n'y a pas de... c'est-à-dire que nous sommes oubliés définitivement. Ce sont des effets d'annonce qui ne sont suivis d'aucune mesure concrète. L'État annonce en permanence des mesures. Voilà, la politique. C'est purement médiatique, Voilà. mais derrière, il n'y a pas de mesures concrètes, pratiques, notamment pour les retraites. Bien sûr. Que ce soit les veuves de harkis ou les anciens harkis, c'est des retraites de misère. Bien on demande à sûr, ces compatriotes qui sont des vrais Français, qui sont battus, qui ont eu des morts, qui ont eu des sacrifices terribles pour la France, on les traite en marginaux 53. C'est exact, oui, c'est exact. Il y avait, comme on appelle aussi, le problème, bon, parce que, je vous dis parce que, vous savez, les harkis, ils ne savent pas ni écrire, ni leurs femmes, ni rien. Ils n'ont jamais été à l'école. Alors maintenant, il y a les veuves, vous savez, les femmes veuves harkis. Et moi, je suis au courant, mais je vous assure et certain, il n'y en a pas 1% sur 100. Uniquement nos enfants qui s'y lire et écrire en France. Voilà, il faut remercier les enfants de harkis qui défendent bien leurs parents. Voilà. Grâce à eux, c'est grâce à eux que la première génération de harkis qui s'est heurtée à cette difficulté de langage, de relations avec l'administration, c'est grâce aux enfants de harkis aujourd'hui que les choses avancent, en grande partie grâce au combat qu'ils continuent pour que leurs parents puissent bénéficier de la dignité à laquelle tout Français a droit. Oui, il faut maintenant, il faut que les enfants, parce que moi maintenant, bientôt fini, hein, je vais mourir bientôt, il faut les gens, parce que moi je m'occupe des impôts, je m'occupe de la pension, de l'éducation handicapée, je connais de toutes les portes, de 1 jusqu'à Z. Un avocat, il ne peut pas faire ce que je fais, moi. J'ai un stock des archives. Alors, donc, il faut, à ce moment des jeunes, on fait une réunion à bientôt avec M. Coll, hein, tous ensemble, et il faut qu'on bouge. Parce que moi, une fois, vous savez ce que j'ai pensé, je suis venu le 25 septembre. Qu'est-ce que j'ai pensé, moi, faire mon projet? Que je bloque le car. Je vais bloquer le car dans notre route. Combien les médias, ils parlent de nous. Voilà, comme les agriculteurs, il va falloir en arriver à des mesures, vous êtes d'accord avec moi, malheureusement, de force, pour se faire entendre. Et voilà. Parce que la colère des rapatriés, aujourd'hui, s'exprime de tous les côtés. On va le voir tout à l'heure dans la lettre que Mme Rose-Marie Antoine a envoyée à une de ses compatriotes, qui est une lettre qui est un véritable scandale. On la détaillera tout à l'heure. 15 jours, la grève de la faim. J'ai fait 15 jours la grève de la faim avec mon pote. Je vous assure, 15 jours sans manger. J'étais crevé. Le sous-préfet, il vient me voir. Monsieur Terrard, il viendrait me voir tous les jours. Tous les jours. Et ben je continue. Je crois que moi je vais à Agen. Je vais faire la grève de la faim. Pour la dignité, c'est pas pour moi uniquement, c'est pour tout le monde. Parce que je sais, il y en a beaucoup qui n'ont pas touché leurs droits. Ils étaient cachés leurs droits dans un puits. Grande détresse, grande détresse. Votre association fait partie aussi des associations qui participent à la campagne nationale Vérité et Justice pour les Français rapatriés. Pour vous aussi, c'est essentiel, c'est important. Bien sûr, bien sûr. C'est une démarche pour la réparation des préjudices moraux. Absolument, bien sûr. La réparation des préjudices financiers. Bah oui. Je suis d'accord avec M. Coll, je supporte cela, parce que moi j'ai beaucoup d'estime pour lui, et lui il bouge. Vous comprenez, il bouge, et je le soutiens jusqu'à ma mort. Et je parlais à tous les gens, et il faut le soutenir, cette personne. Bon. Et si quelqu'un me demande le téléphone, je donne le numéro de téléphone. On a le temps de voir ça. On va bouger tout le monde. Je vous propose, Bernard, qu'on se retrouve dans quelques instants. On va faire peut-être un rappel historique de cette journée nationale en hommage aux harkis. On se retrouve dans quelques instants. Symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Retour sur ce 4e édition de Forum des rapatriés avec une évocation du 25 septembre. C'est la date de la journée nationale en faveur des harkis, en hommage aux harkis. Un rappel historique, Bernard Coll, je me tourne vers vous, bien évidemment, pour ces éléments à apporter aux téléspectateurs.
Alors effectivement, nous sommes à quelques jours de la 15e journée nationale en hommage aux harkis, qui a été instituée en 2001 par le président de la République, M. Jacques Chirac. Une journée qui a été due à un long processus du combat des harkis, des pieds noirs, des anciens combattants, puisque la campagne hommage aux harkis a été lancée par notre association en 1985. Elle a démarré réellement le 1er juin 1986 avec une cérémonie de jumelage de familles de pieds noirs, d'anciens combattants avec des harkis, grâce à l'association L'Enfanoma de Villepinte, qui était présidée par monsieur Jean-Pierre Liédot. Et ensuite, nous avons fait une quarantaine de villes depuis cette date. Alors je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais je voudrais simplement montrer que cette campagne a eu un caractère apolitique, tout en étant avec une finalité politique, la reconnaissance du drame des harkis, puisque nous avons fait des cérémonies dans des villes qui étaient de différentes sensibilités politiques. Carcassonne avec André Santini, avec en présence de Jossoé, le président du cercle algérianiste, car toutes ces cérémonies ont été faites dans le cadre de villes avec les mairies et en présence d'associations de rapatriés locales ou nationales. Nous avons eu des personnalités aussi variées que Madame Hélène Bastien-Thierry à cette cérémonie. À Toulouse, nous étions avec Dominique Baudis, le général Jouot, Pierre Sergent et Yvon Santini, qui était le président du Front National des Rapatriés à l'époque. À Paris ensuite, avec toujours Santini, le général Jouot, Marc Villalonga, Robert Castel, Enrico Macias, Sadoun Ibrahim, Madame de Gea, le capitaine Carry, le député Perra à l'époque, à Versailles ensuite avec le maire de Versailles, Monsieur Damien, à Toulon avec le sénateur Trucy, à Perpignan avec Pierre Alguy, qui était maire de Perpignan à l'époque, et l'association de harkis locale, à Orléans avec le ministre Jacques Doufiagle et les Pieds Noirs et les harkis du Loiret, à Nice, lors du grand rassemblement du 25e anniversaire de l'exode des rapatriés avec Jacques Soustel, avec Jacques Médecin, avec Enrico Macias de nouveau, Jean-Pax Meffray, Madeleine, Oltra, ainsi de suite. Nous avons parcouru la France, Santa Cruz avec le ministre socialiste à l'époque, Maurice Benassayag. Toujours avec une mairie socialiste a été inaugurée la première rue des Harkis en 1991 et nous avons continué donc jusqu'à aujourd'hui cette action de façon à faire connaître de façon concrète et trouver des solutions par le biais notamment des services sociaux des mairies et par la solidarité locale aux problèmes que rencontraient nos compatriotes, notamment celui qu'on a vu tout à l'heure, des difficultés face à l'administration. Vous n'avez pas arrêté puisque vous étiez le 8 septembre dernier à Strasbourg. C'est donc toujours d'actualité. Ce combat est toujours actuel, bien sûr, plus que jamais. Nous avons eu pour la première fois l'honneur de participer à une première européenne, du moins mondiale, européenne, en inaugurant avec le député Louis Alliot, le député européen Louis Alliot, en présence de nombreux parlementaires européens et de personnalités, une exposition conférence sur le drame des harkis, de façon à faire découvrir à ces parlementaires cette réalité et les problèmes qui ne sont toujours pas résolus. Avec Mohamed Belebou. Alors, l'initiateur était effectivement monsieur Mohamed Belebou, président de France Harkis, qui est bien connu du combat pour la communauté rapatriée, et d'ailleurs beaucoup de téléspectateurs du journal de Télé-Liberté du lundi 14 septembre ont déjà pu apprécier le reportage que vous allez revoir dans cette émission. Dans quelques instants, on va faire cela. Alors, il y a quand même des dates un peu, j'allais dire, un petit peu emblématiques. Je pense par exemple à ce fameux timbre des harkis, qui avait quand même été vendu à des millions d'exemplaires, peut-être plus même. Alors, effectivement, tout au long de cette campagne hommage aux harkis, nous avons pu réaliser, toujours avec le soutien d'ailleurs d'un certain nombre de personnalités, et je tiens à remercier plus particulièrement le ministre André Santini, qui nous a toujours accompagnés dans ce combat, nous avons pu réaliser
en 1989 un timbre hommage aux harkis qui a été tiré à 11, enfin qui a été vendu à 11,5 millions d'exemplaires, interdit en Algérie au mépris des conventions universelles postales. L'Algérie n'a pas respecté les conventions universelles postales. 10 ans plus tard, il y avait aussi le fameux appel du prix Nobel, Maurice Allais, qui nous manque tant d'ailleurs, pour le devoir de mémoire. Il est tout à fait significatif de voir que ce combat pour la communauté rapatriée, plus particulièrement pour les harkis, a été accompagné pendant de nombreuses années par des personnalités de renom international, comme le professeur Maurice Allais, prix Nobel d'économie, auteur du livre prémonitoire L'Algérie déviant, paru en juillet 1962, dans lequel il dénonçait le génocide dont était victime la communauté rapatriée d'Algérie. En 2001, alors c'est la première journée nationale en hommage aux harkis, aux invalides, en présence du président Jacques Chirac. Je pense que vous y étiez, certainement. Bien. Et alors là, vous êtes heureux parce qu'il a dénoncé la barbarie dont les harkis ont été les victimes. Donc c'était bien que Jacques Chirac le fasse. Oui, c'est lui. C'est Jacques Chirac, oui. Je crois que c'est important, ça a été une étape capitale qu'un président de la République reconnaisse les sévices dont ont été victimes nos compatriotes. Donc pour la première fois, un chef de l'État en public a prononcé le mot de barbarie, que nos compatriotes harkis, les disparus en Algérie, pieds noirs, ainsi qu'un certain nombre de soldats métropolitains, il ne faut pas les oublier, plus de 500 soldats métropolitains ont disparu après le fameux cessez-le-feu des accords d'Évian. Donc bien sûr que ça a été une étape importante et c'est pour ça que nous tenons à ce que le 25 septembre reste une journée de vérité et de justice pour toute cette communauté. J'avance dans le temps. 2005, c'est la loi du 23 février 2005. Elle reconnaît la réalité des crimes dont ont été victimes les Français rapatriés. C'est aussi une date importante. De nouveau, grâce à cette campagne menée avec le concours de toutes les associations et amicales de rapatriés, nous avons obtenu la loi du 23 février dont l'article 1 et l'article 2, comme vous pouvez le voir à l'écran, reconnaît la dette de la nation et les sacrifices endurés par la communauté rapatriée. Cette loi, malheureusement, est incomplète puisque cette reconnaissance n'a pas été suivie de l'amendement que nous avions demandé à l'époque de la reconnaissance et de la réparation de la faute de l'État. Ah, ça, c'est vraiment la campagne Vérité et Justice pour les rapatriés. Et c'est pour ça que nous sommes toujours dans cette opération, dans cette campagne, bien sûr. Vérité et Justice pour les Français. Alors, septembre 2012, après Jacques Chirac, c'est François Hollande qui reconnaît lui officiellement la responsabilité des gouvernements français dans l'abandon des Français rapatriés. C'est aussi un élément important, ou c'est encore, pour reprendre le terme de monsieur Dubidon? Non, c'est une étape nouvelle. Sarkozy, une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2012, était allé à Rivesaltes reconnaître la réalité de l'abandon, mais il s'était arrêté à l'abandon en cours de route. Monsieur Hollande est allé beaucoup plus loin en tant que chef de l'État. Le 25 septembre 2012, il a officiellement reconnu la responsabilité, non pas de la France, mais des gouvernements qui ont pratiqué cette politique de décolonisation qui a conduit à tous les drames que l'on a vécu dans les années 60 et qui est la cause probable des grandes migrations d'aujourd'hui, de tous ces peuples qui ont été laissés, qui sont aussi victimes de cette décolonisation et qui aujourd'hui sont obligés de fuir des pays à la dérive pour venir en Europe retrouver ce qu'on aurait pu leur apporter sur place. Monsieur Lefebvre, quand vous avez entendu ces propos de François Hollande, du président de la République, est-ce que vous vous êtes dit on est à un tournant ou vous vous êtes dit, ben voilà, et une nouvelle fois je reprends les termes de M. Abdi, ils sont crus, mais est-ce que tout ça c'est du bidon? Non, c'est encourageant, mais on attend la suite maintenant. Et la suite c'est quoi? C'est concrètement des vrais engagements? Des vrais engagements, réels. Au niveau, avec comment dirais-je, des instructions précises dans toutes les préfectures auprès de tous les pouvoirs publics. C'est ça que nous attendons. 25 septembre 2012, 25 septembre 2015, après cette reconnaissance et ces propos du chef de l'État, est-ce que quelque chose a changé depuis 3 ans?
Moi, je crois que ce que je pense, moi, il faut, dans toutes les villes de France, chaque 5 personnes, chaque préfecture, il va passer la nuit là-bas. Il faut que ça, parce que sinon, on va rester toujours comme une girouette, un tour. Il faut qu'il y ait une manifestation. Il faut que les jeunes actuellement, parce que les vieux ils sont tous décédés. Moi personnellement, vous savez, je suis foutu là, je suis malade. Bon, alors comme quoi, il a 65 ans, il est encore en forme, mais moi, c'est fini maintenant. C'est fini. Alors c'est les jeunes maintenant qui vont bouger la main dans la main. Il n'y a pas de dire, oh, puis noir, oh, nous sommes tous dans le même sac. Il faut que tout le monde ensemble. Vous voyez, là, bientôt, on fait une réunion, et puis à ce moment, ça va bouger jusqu'à ma mort. Alors, il y a un reportage vidéo qu'on va voir, il y a des réunions, il y a des initiatives. Je pense au 13 juin dernier, avec un hommage aux harkis de l'Argentière. Alors, effectivement, le 13 juin 2015, cette année, donc, les harkis de l'Argentière se réunissaient pour commémorer la date de leur exode, et le petit reportage que vous allez voir montre l'importance et la vivacité encore de cette communauté harki en région, qui pour se faire entendre évidemment a le handicap d'être en région, puisque tout se passe à Paris, et comme le dit M. Abdi, il faut bouger. Alors bouger, on peut bouger de différentes manières, notamment en allant voir son député, son sénateur, et en lui présentant la loi Vérité et Justice pour les rapatriés, et en lui demandant de s'engager publiquement pour cette loi, de dire s'il est pour ou contre, mais en tout cas ils ne peuvent pas rester silencieux. Et surtout à la veille d'une élection aussi importante que l'élection régionale, où il est important que les électeurs rapatriés sachent quelle est la position des candidats et des parlementaires. L'idée, c'est de faire voter la loi. Bon, il y a cette étape du 8 septembre 2015, c'est au Parlement européen, vous en avez parlé. Je pense qu'on va voir là aussi la vidéo qui a été diffusée, vous l'avez dit, par TV Liberté, qui était sur place. Ça aussi, c'est un moment important quand même que c'est aussi une forme de reconnaissance que le Parlement européen accueille dans ses murs une exposition des responsables qui évoquent ce drame. Tout à fait, c'est une étape extrêmement importante pour l'ensemble de la communauté rapatriée, que le Parlement européen et que ce débat ait pu avoir lieu au Parlement européen, que cette exposition ait pu être présentée, et surtout que des propos extrêmement clairs aient pu être tenus par des parlementaires, comme on va le voir tout à l'heure dans le reportage qui a déjà été diffusé donc le lundi 14 septembre sur Télé Liberté. Cette rencontre a été aussi l'objet de remercier un certain nombre de nos compatriotes harkis, et surtout un homme qui a été un acteur de la révolte des harkis de 1975, monsieur Jean-Pierre Nicolas, qui a sacrifié beaucoup de sa carrière professionnelle pour venir en aide à nos compatriotes harkis. Je vous propose de regarder quelques images. Merci de nous recevoir dans cette haute institution. 50 ans après, quelle reconnaissance, quelle est la place des harkis dans la société nationale, mais encore dans l'Union européenne? La nature de l'injustice, elle porte sur l'humiliation, l'indifférence générale des pouvoirs publics et des politiques, bien entendu. La communauté nationale, dite française, est touchée à 12-15% par la problématique de l'emploi. La problématique harki, c'est 80% de demandeurs d'emploi. Il y a un manque de reconnaissance, des engagements non tenus par les différents présidents de la République sur ces 10 dernières années. Nous attendons juste une phrase qui peut être le leitmotiv et le démarrage d'une grande action pour qu'on puisse se retrouver, se reconnaître, mieux se partager, mieux s'organiser dans notre société, dans notre pays que nous avons défendu au prix du sang et dont aujourd'hui nous en sommes les victimes. Je veux dire par là un message de la part des pouvoirs publics responsables qui nous gouvernent aujourd'hui. Le message est le suivant. Ils se doivent de prononcer pardon. Pardon, on n'a pas su. Pardon, nous aurions dû.
À partir de là, nous irons vers un apaisement et nous pourrons faire un pas tous ensemble. La journée a permis de rencontrer un certain nombre de députés européens auxquels on a présenté la situation actuelle des harkis 53 ans après, afin de résoudre le problème moral de reconnaissance du génocide des harkis au niveau de l'Europe. Donc il y a une exposition qui va permettre à ces parlementaires de découvrir la réalité du drame des harkis. Vous verrez comment ont été accueillis ces gens qui étaient des Français. Le Parti communiste qui manifestait à la sortie du camp de Rivesaltes en insultant les anciens combattants, en demandant de partir. Le Conseil général de gauche à l'époque qui avait refusé de payer les vaccins pour les enfants de harkis. Voilà, toutes ces choses-là, je veux dire, ils en sont responsables. Nous, on y est strictement pour rien. Comme disait Bernard, on a été spoliés de nos biens. Il faut être juste. Le message que nous souhaitons tous faire passer à l'occasion de cet événement, et nous remercions plus particulièrement le député européen Louis Alliot et M. Mohamed Belbou d'avoir eu cette heureuse initiative, puisque c'est une première mondiale, que le drame des harkis soit présenté ici au siège de l'Europe, à Strasbourg. Le message que nous voulons passer, je crois, celui des attentes de la communauté des Français rapatriés, qu'ils soient harkis, pieds noirs ou même des anciens combattants qui les ont accompagnés dans ces drames, c'est que la vérité soit reconnue et que la justice soit rendue à ces victimes qui sont des victimes de la raison d'État, et que 53 ans après, pour penser leurs souffrances et leurs blessures qui ne sont toujours pas refermées, la seule solution, c'est celle qui a été adoptée pour nos compatriotes juifs, qui a été aussi adoptée pour nos compatriotes arméniens, c'est la reconnaissance de la réalité du massacre des harkis et du génocide qui a suivi le 19 mars 1962, où plus de 80 000 à 100 000 personnes ont été assassinées sous prétexte qu'il fallait que l'Algérie devienne indépendante. Donc c'est un message de réconciliation nationale avec notre histoire, de regard lucide sur le passé, parce que comme vous le savez, celui qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. Donc en fait, ce que nous attendons, c'est simplement une harmonisation du discours par les actes. D'ailleurs, le président précédent l'avait promis, il ne l'a pas tenu. M. Hollande l'a si engagé, ne l'a toujours pas tenu au bout de 3 années de mandat. Ce que nous attendons, c'est qu'il le fasse tout de suite, et que les Français rapatriés n'attendront pas. La colère des harkis, des pieds noirs, risque de nouveau de se manifester publiquement, comme celle de beaucoup d'autres Français déçus par les promesses non tenues, voilà, comme d'habitude. Quand les harkis arrivaient en France et qu'on les faisait transiter d'un camp de transit à un camp définitif, ils voyageaient de nuit. Les trains de la SNCF circulaient de nuit. Il ne fallait pas que la population française puisse voir ces trains qui amenaient des centaines de personnes d'un lieu à un autre. Et nous avons les témoignages, évidemment, et les photographies, et les articles de l'époque, parce que là aussi, il faut rendre hommage à un certain nombre de Français. Ils ont monté des réseaux d'aide pour installer, accueillir, mais tout ça, c'était des initiatives privées. Je suis venu d'Algérie, comme je l'ai dit, j'avais l'âge de 10 ans, et j'ai débarqué à Rivesaltes, comme tous les harkis, les enfants de harkis. Mais j'ai eu beaucoup de chance, je ne suis pas resté dans les camps, parce que l'officier à mon père, il est venu nous chercher en Champagne. Et puis en 66, on a décidé de partir dans le Nord, parce qu'une grosse partie de la famille, elle était dans le Nord. J'ai commencé à être militant à la jeunesse ouvrière chrétienne, parce qu'il faut vous dire, je n'ai pas été scolarisé en Algérie, j'ai tout appris en France, avec les Gaulois, et quand je dis Gaulois, je fais un compliment. Alors après, j'ai commencé à militer à partir de 70 pour la communauté, pour la mémoire de mon père en tant que fils de harki, et je continue jusqu'à maintenant. La 4e République française, elle était composée d'hommes de gauche. Ils ont recruté des Algériens qu'on appelle harkis pour la paix en Algérie, pour l'Algérie française, et ils sont restés spectateurs au génocide harki
au massacre des Pieds Noirs en 1962, avec la responsabilité, ce n'est pas la peine de faire l'hypocrite, de De Gaulle, le héros. Le massacre des Harkis, le massacre des Pieds Noirs, c'est De Gaulle, c'est personne d'autre. Sur la responsabilité de la France, je crois en effet que la France n'est pas responsable, mais l'État, à mon avis, est responsable. Et l'État, ce n'est pas forcément la nation. C'est la structure juridique qui doit la protéger, mais ce sont des réalités distinctes. C'est une affaire très importante parce que c'est un drame qu'il est hors de question de passer par pertes et profits. Ça n'est pas prescrit. C'est un crime contre l'humanité, d'ailleurs comme tel imprescriptible. Les gouvernements de l'époque portent une très lourde responsabilité envers cette part de la communauté nationale qui a considérablement souffert pour rester française et qui a été très mal accueillie en métropole et par conséquent qu'il faut rétablir intégralement dans ses droits matériels et moraux. Oui, je me suis trouvé en Algérie à la fin de cette guerre comme sous-lieutenant appelé. La Harka que j'avais commandé a été désarmée par traîtrise. Moi-même j'ai été arrêté, mis aux arrêts de rigueur pour avoir refusé le désarmement. Après mon retour en France, je vous écourte tout ça, il est évident que je ne pouvais pas laisser une chose pareille passer pour l'honneur français. J'avais donné mes adresses de famille aux Harkis de Rivesaltes que j'avais pu récupérer dans la région de Bourgois-Ridge. Je les ai replacés à Nemours à l'époque et puis de fil en aiguille, je me suis occupé d'être trésorier de plusieurs associations d'aide aux Harkis, mais tout cela ne reposait que sur la charité et devenait donc, si vous voulez, aléatoire. Ah oui, là, au début c'est une question d'honneur. Aujourd'hui nous sommes que des victimes de la guerre d'Algérie. Nous portons un lourd fardeau, un fardeau lourd de ses conséquences, qui demande pardon avant qu'il ne soit trop tard. Symbole de courage, pied noir, reflet de volonté. Pour cette 4e édition du Forum des rapatriés, nous évoquons à nouveau les relations entre d'un côté l'État et de l'autre côté les rapatriés. Dans le précédent forum, Bernard Colle, vous nous aviez évoqué des changements annoncés, notamment en ce qui concerne la responsabilité ou la présidence de l'ONAC, et puis aussi en ce qui concerne d'ailleurs le ministre lui-même en charge des anciens combattants et des rapatriés, puisque Kader Arif a été démissionné par le chef de l'État. Tout à fait. Après le départ forcé de M. Kader Arif, est arrivée une nouvelle équipe avec M. Todeschini et toujours Mme Rose-Marie Antoine comme directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour remplacer dans ses fonctions non seulement M. Arif, mais M. Bachi, dont M. Mohamed Abdi peut peut-être donner un exemple des difficultés qu'il a rencontrées avec M. Bachi. Oui. Voilà, M. Bachi, parce que moi, tous les ans, tous les 25 septembre, je trouverai, vous savez, qu'on appelle à l'Assemblée, vous savez, l'anniversaire des Harkis, parce que moi j'ai un quart, vous comprenez. Et un jour, j'ai rendez-vous avec lui. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'avait dit, M. Abdi, oui, on connaissait parce que vous avez bien fait. Regardez le classeur, il m'a dit, vous me prêtez le classeur. J'ai dit, même les papiers qu'ils m'ont envoyés là, au-delà. Oui. Donc, il m'avait dit, vous pouvez me les prêter. J'étais avec un avocat, il s'appelle Maître Bretin, je vous donne même son numéro de téléphone. Alors, donc, il m'avait dit, dans quelques jours, vous passez de le prendre. Ça va, si il me donne 100 millions, je dois. C'est une histoire que j'ai fait dans toutes les villes de France. C'est un classeur, plus ou moins un minimum de 10 kilos. Alors j'attends, j'ai téléphoné, M. Bachelet, vous envoyez. Ah oui, je l'ai envoyé par poste. Et après, là, il m'envoie des choses de la poste, etc. Il me l'a pris jusqu'à maintenant. Et j'ai réclamé, c'est parti. Alors, Mekashra, je vous explique Mekashra, qu'est-ce qu'il m'a fait, parce que travaille ensemble. Mekashra, il a dit au président de la République, c'est un lundi, il a dit il n'y a pas de différence entre les migrés, entre les Harkis. Vous vous rendez compte? S'il y a une différence, il y a le Maglam, là. Je vous l'ai donné, j'ai signé, c'est le commandant Assar qui me l'a donné de Lille.
J'ai signé, et après j'ai dit, c'est-à-dire amalgame que vous avez dit au président de la République, et c'est la vérité, il avait écrit déjà, c'est M. Sa qui me l'a donné, M. Sa, il a peur, en commandant. Donc voilà l'exemple de ce qui se passe au niveau du dialogue État-rapatrié, au lieu d'avoir... qui nous aide et puis nous casse. Voilà, au lieu d'avoir une aide, on a des personnes qui perdent les documents et qui ne répondent pas aux questions. Alors on pouvait penser que Mme Rose-Marie Antoine, compte tenu de sa sensibilité, lors des réunions que nous avions eues avec elle, elle avait fait part de son émotion en étant que rapatriée. On pouvait penser qu'elle allait respecter le décret, la mission de son décret de nomination par M. Valls, qui est d'ailleurs la reprise de la mission que M. Kader Arif n'avait pas accomplie pendant 2 ans, c'est-à-dire préparer en concertation avec les associations nationales représentatives les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés. Or aujourd'hui, depuis la réunion du 18 décembre 2014 avec le ministre Todeschini, plus aucune nouvelle de aucun membre du cabinet du ministre lui-même, de Madame Antoine, de ses collaborateurs, malgré 3 relances du Premier ministre. C'est-à-dire que ces personnes-là reçoivent des lettres de relance du Premier ministre et elles ne répondent pas aux injonctions de réaliser leur mission du Premier ministre. Sauf cette fameuse lettre que Madame Antoine a adressée le 6 juillet 2015, parce que donc si Mme Antoine ne répond pas aux responsables nationaux de la communauté rapatriée, elle a répondu à une de nos compatriotes. Alors je vous lis quelques extraits de cette lettre qui sont absolument scandaleux de la part du responsable. Juste une seconde, parce qu'on va voir bien sûr le document à l'écran. Vous regarderez que sous le sigle ONAC dont on parle, les 2 termes sont mémoire et solidarité. On va voir la mémoire et la solidarité en action. Alors, Madame Antoine répond à cette personne que je peux nommer, elle m'a donné l'autorisation, c'est Madame Rosaline Ferrara, qui lui avait donc demandé où en était l'accomplissement de sa mission fixée par le décret. Vous avez appelé l'attention du Premier ministre. Donc le Premier ministre a bien renvoyé la lettre sur la question de l'indemnisation. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reprend cette année les compétences de la mission interministérielle aux rapatriés. J'ai été chargé de répondre à votre correspondance qui a retenu toute mon attention. Il convient d'abord de rappeler que pour accueillir les rapatriés, satisfaire leurs besoins vitaux et assurer leur réinstallation en métropole, l'État a fait jouer la solidarité nationale. Alors là, sincèrement, quand je vois le sourire de notre ami Pierre Lefebvre et celui de monsieur Abdi, quelle a été la solidarité nationale quand les rapatriés sont arrivés en juillet 62, il n'y avait strictement rien de prévu. Les quelques images que vous voyez représentent les baraques dans lesquelles ont été parqués la plupart de nos compatriotes pendant des semaines, des mois, à 10, 20, parfois dans la même pièce. Alors Madame Antoine poursuit, à cet effet, l'État a mis en œuvre en leur faveur des mesures fixées par la loi du 26 décembre 1961 et par son décret d'application du 10 mars 1962. Alors là, on est vraiment dans l'absurde, car les rapatriés étaient toujours en Algérie à ces dates-là, les rapatriés d'Algérie. Le 10 mars 62, les accords d'Évian n'avaient même pas été signés, les départements d'Algérie étaient toujours français, et on voit mal comment l'État, de façon prémonitoire, aurait pu prévoir, en anticipant une loi, sur un drame qui n'avait pas eu lieu. En fait, la loi de 61 a été faite non pas pour les rapatriés d'Algérie, mais notamment pour les rapatriés de Guinée et d'Afrique noire, qui avaient été spoliés, eux aussi, de la décolonisation. Alors, s'agissant plus particulièrement de l'indemnisation des biens spoliés, le même objectif social a prévalu. Alors là,
je crois que la plupart des rapatriés vont faire des bonds quand ils vont entendre la suite. Les principes en ont été fixés par la loi du 15 juillet 1970. Alors moi, j'appelle Madame Antoine à compter sur ses doigts. 62, 70, 8 années pendant lesquelles les rapatriés ont été dans le vide juridique le plus total. Il ne faut pas oublier que le 6 juin 1964, le général de Gaulle a fait une déclaration expliquant que l'État avait traité sans heurts, sans drame, sans aucun problème, l'intégration de l'ensemble de la communauté rapatriée et que M. François Missoff, qui était alors ministre des rapatriés, a fermé tout simplement son ministère en juillet 64, c'est-à-dire que de juillet 64 à 70, les rapatriés se sont retrouvés dans un vide juridique total. Alors Madame Antoine poursuit toujours sans savoir compter les années. Elle parle de la loi de 78, la loi de 87, donc 78, 16 ans après le rapatriement, 87, 25 ans après le rapatriement. Alors, et elle rajoute, par ailleurs, une indemnité forfaitaire du mobilier perdu outre-mer attribuée sous condition de ressources, évidemment, fut instituée par la loi du 6 janvier 82. C'est-à-dire que 20 ans après la loi, l'État payait avoir un mobilier à des gens qui depuis 20 ans étaient déjà présents en France. La démission. Alors attention, tout ceci pour nous dire, ces diverses mesures ont concerné 80% des familles rapatriées. On se demande ce que sont les mesures qu'ont eu les 20% qui restent. Pour un coût, alors soyez prêts à accueillir le chiffre, pour un coût d'une valeur actualisée de 14,5 milliards d'euros. Alors évidemment, ça paraît faramineux, mais si on divise 14,5 milliards d'euros par 420 000 familles rapatriées ou par 1 450 000 rapatriés recensés par l'ANIFOM, ça fait 10 000 euros par rapatrié sur 53 ans. Bah oui. 10 000 euros par rapatrié sur 53 ans pour se reloger, pour réacheter le mobilier qu'ils avaient perdu, pour se rebâtir une vie, etc. C'est ça la générosité de Madame Antoine, que Madame Antoine fait prévaloir dans cette lettre. Elle poursuit. L'État, il doit être précisé que le législateur n'a pas souhaité que l'indemnisation intégrale des pertes subies, l'indemnisation étant plafonnée et revêtant un caractère forfaitaire. Alors, le législateur, c'est l'État. C'est-à-dire que Madame Antoine entérine la politique de l'État qui est de reconnaître et de mépriser l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, préambule de la Constitution française, et là c'est très grave, parce que Madame Antoine, haut fonctionnaire, doit connaître la Constitution française et les droits de l'homme. Oui, pétition. L'article 17 spécifie que nul ne peut être privé de ses biens par l'État sans une juste et préalable indemnisation. Aujourd'hui, quand on prend les chiffres de Madame Antoine, si elle avait parcouru les rapports précédents, ça ne représente au mieux que 10 à 30% des biens spoliés. Alors Madame Antoine continue, la loi de 2005 a restitué les sommes prélevées sur l'indemnisation de certains rapatriés. C'était les pauvres rapatriés qui avaient été obligés de faire des prêts de réinstallation. Alors là, je vous laisse calculer le nombre d'années qui s'est écoulé entre 62 et 2005 pour voir le remboursement de l'État pour quelques dizaines de milliers de rapatriés. Je passe le détail de la suite pour arriver quand même à la fin de cette lettre
qui est absolument scandaleuse, c'est que Madame Antoine se substitue au gouvernement, ou elle engage le gouvernement, c'est la question que nous avons posée au Premier ministre, en écrivant ceci. Actuellement, de nouvelles mesures d'indemnisation visant à améliorer les dispositifs en faveur de nos compatriotes rapatriés ne peuvent être à l'ordre du jour, en raison de la conjoncture économique difficile et de l'état financier public. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est fou, mais de quoi elle s'occupe? Premièrement, c'est pas à elle de déterminer cela. Deuxièmement, il y a de l'argent. Il y a de l'argent au moins pour ceux qui viennent d'arriver il y a à peine 2 jours dans notre pays. Est-ce que on reste à aller circuler? Il n'y a pas d'argent, quoi. Voilà, c'est circuler. On fait rien. Vous avez déjà suffisamment touché 10 000 euros en 53 ans. Oh, c'est 200 euros par an quand même. 200 euros par an, c'est déjà quand même pas mal. Ça permet de se réinstaller, de se rééquiper, de s'intégrer, de se réadapter, de se soigner, de scolariser les enfants. 200 euros par an. C'est formidable, 200 euros par an pour arriver à s'intégrer et devenir français, comme l'a dit M. Francis Huster. Mais là où Mme Antoine est en faute, à notre avis, nos juristes sont en train de regarder la question, c'est qu'elle prend une décision à la place du gouvernement sans avoir répondu à sa mission, à la mission que lui a confiée le Premier ministre, de concertation avec les associations nationales. Mais il faut quand même dire qu'il y a quand même une petite phrase finale qui est sympathique. Cependant, je peux vous assurer que la situation des rapatriés est suivie avec une attention toute particulière. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Je crois que c'est bien. C'est difficile de faire mieux dans le domaine de la réponse. Je crois que toutes les réponses que nous avions eues précédemment, jamais nous n'avons vu un tel mélange de fausses informations, d'affirmations sans preuve et d'absence totale de mesures concrètes. Sur 69 milliards d'impôts prélevés, enlevés en 3 ans, nouveaux impôts, 34 milliards de subventions. Je crois que c'est une pétition, c'est mieux d'Internet. Partout, tous les, vous savez, c'est-à-dire qu'on demande la démission de cette dame. Alors, plutôt que de demander la démission de Madame Rose-Marie Antoine, nous avons écrit au Premier ministre pour lui demander de démissionner de Madame Antoine. Parce que là, elle fait la démonstration de son incompétence. Incompétence dans la connaissance du dossier. Un courrier, moi, il n'y a pas de problème. Et aussi, non, avec les signatures. Elle n'accomplit pas la mission qui lui a été confiée. Moi, je vais le faire. Et une grosse responsabilité aussi du ministre, quand même, dans tout ça. Oui, mais le rôle des ministres, c'est de choisir de bons hauts fonctionnaires et de bons secrétaires d'État ou de... oui, c'est lui qui nous aide, c'est pas celui qui nous casse. On se retrouve dans quelques instants pour parler des prochains rendez-vous. Symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Dernière rubrique de ce forum, cette 4e édition du forum des rapatriés avec Bernard Colle et ses invités, c'est l'actualité, les prochains rendez-vous. Et par exemple en Picardie, peut-être des rendez-vous déjà? Ben oui, nous avons un rendez-vous prévu le 27 octobre, pour ne pas le faire le 1er novembre parce qu'il y a beaucoup de monde dans les cimetières. Nous rendons une partie des adhérents de l'amicale seront à la stèle, si vous voulez, pour se recueillir et rendre hommage à tous nos morts en Algérie. Voilà, ça c'est un rendez-vous simple, mais c'est un rendez-vous annuel mais ce sont des choses, des traditions. Depuis 65. Et le 25 septembre aussi. Et le 25 septembre, là, on participe à la cérémonie, au hommage au harkis, mais au plan de la ville d'Amiens, d'Amiens Métropole. D'accord. Le 50e anniversaire de l'UDISFRA. Alors, il y a eu un certain nombre de manifestations qui sont réalisées ces derniers temps. Au début septembre, nos amis de l'USDIFRA fêtaient leur 50e anniversaire. C'est une date qui marque la vie d'une association. Ensuite, le 12 septembre, à Béziers, il y a eu le congrès national de Veritas en présence du maire de la ville, Robert Ménard, bien connu des rapatriés pour son activité de défense de notre communauté. Son activisme même. Oui, il est quelqu'un de très dynamique. Et puis à venir, alors donc on a parlé de cette journée nationale du 25 septembre.
Alors nous serons peut-être amenés à appeler à boycotter la cérémonie nationale si nos associations sont interdites de cérémonie comme l'année dernière, et à aller en province avec nos compatriotes commémorer cette date. Vous allez à l'Assemblée nationale à nouveau pour une réunion toujours sur cette volonté de faire avancer la loi Vérité et Justice? Tout à fait. Avec Maître Collard, nous allons programmer avant les élections régionales une réunion destinée aux parlementaires à l'Assemblée nationale pour leur demander leur position pour ou contre la loi et les raisons pour lesquelles ils sont d'un avis ou d'un autre. Je vous pique votre bouquin parce que ça, c'est l'idée de faire un déjeuner autour de Jacques Soustelle avec un très bel ouvrage d'Alain Herbert, L'homme de l'intégration, Jacques Soustelle aux éditions L'Harmattan. Ça, c'est l'idée et le projet d'un déjeuner. Je vous redonne le bouquin. Alors, tout à fait. Nous avons prévu, dans la suite de nos déjeuners débats organisés avec le Cercle Tocqueville, animé par Didier Béoutis, de programmer un déjeuner avec Alain Herbet sur son dernier ouvrage sur Jacques Soustelle, L'homme de l'intégration. Un sujet d'actualité, puisque Jacques Soustelle était partisan évidemment de l'Algérie française et de l'intégration de l'ensemble de nos compatriotes français musulmans. Ce problème de l'intégration se pose de façon actuelle avec ces vagues de migrants victimes des conditions de vie dans leur pays, et autour de la proposition et du combat de Jacques Soustelle, peut-être allons-nous découvrir des pistes et des solutions à ce problème humain et dramatique de ces migrations provoquées par les dérives de la plupart des pays décolonisés ou des pays qui étaient sous mandat français, comme la Syrie, qui était à l'époque un superbe pays à l'époque française. Est-ce qu'il y a des arguments que vous allez développer aussi pendant ces prochains mois? On a entendu votre mise au point pour Francis Huster. Est-ce qu'il y en a d'autres mises au point à faire dans les semaines et les mois qui viennent? Oui, je crois que les Français rapatriés sont agacés d'entendre les propos de Madame Eva Joly ou d'un certain nombre de commentateurs à la télévision qui visiblement mélangent tout, confondent les citoyens français et les migrants étrangers. On ne fait plus le distinguo entre un citoyen d'un pays et un étranger. Ce sont deux statuts différents, et je crois qu'il est nécessaire que les Français rapatriés développent un argumentaire justifiant et expliquant la différence de traitement que doivent avoir les citoyens par rapport aux étrangers, et notamment quand on voit que 53 ans après, le problème de nos compatriotes harkis n'est toujours pas réglé. On ne voit pas comment la France va régler le problème de ces dizaines de milliers de malheureux qui arrivent chez nous. Ah ouais. Et ben voilà, c'est une émission qui se conclut. Voilà. Une émission au Forum en partenariat avec TV Liberté. Nous vous invitons bien évidemment, Bernard Colle, les personnes qui ont préparé cette émission avec lui, nous vous invitons à faire connaître cette émission au Forum, à la faire regarder, et il est important qu'il y ait cette notion de mémoire et de solidarité qui s'effectue. Merci Pierre Lefebvre, bon retour en Picardie, Monsieur Abdi, bonne manifestation du 25 septembre avec le car comme chaque année. Merci une nouvelle fois et à très bientôt pour un Au Forum des Rapatriés. Noir, symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionnier. Ciel noir, c'est notre seul bagage. Ciel noir, voilà notre fierté. Faire oublier notre passé. Noir, symbole de courage.